Bonjour à toutes et tous, vous êtes en train d'arriver, de vous connecter. Merci d'être là. Alors, nous attendons encore, voilà, pendant que tout le monde se connecte, juste vous remercier d'être là pour la clôture de ce Belk hiver 2024 qui a commencé déjà le 12 février, donc presque un mois. Je vous vois, vous êtes nombreux connectés. Attendez d'ailleurs, ça me fait penser que le chat, je le Voilà, vous devez maintenant avoir accès au chat sans difficulté. En attendant notre conférencier, et puis avant de laisser la parole à Valérie Lemeunier qui est avec nous, nous voulions juste vous rappeler donc, que vous avez l'espace chat qui est à votre disposition et l'espace en bas Q&R questions-réponses qui nous permet de mieux lister aussi les questions que vous pouvez avoir sans en oublier, parce que parfois dans le chat, vous savez, ça peut aller très vite. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace questions-réponses pour les questions. Pour toutes les autres réactions, vous pouvez utiliser le chat sans problème. Nous attendons notre conférencier qui a un petit problème technique, mais qui va rapidement se joindre à nous. Et en attendant, je laisse la parole à Valérie Lemeunier, donc directrice par intérim du département langue française de France Éducation Internationale, qui souhaitait vous adresser quelques mots en cette dernière journée du BELC. Bonjour à tous, merci Joanna. Bonjour à tous, ravi d'échanger ces quelques mots avec vous pour évidemment vous remercier dans un premier temps d'avoir répondu présent pour cette clôture et puis d'avoir participé à ce BELC. J'espère que tout s'est bien passé. Les premiers retours que nous avons sont plutôt positifs et nous sommes donc ravis de cette 23e donc, édition du BELC hiver, qui était la 4e à distance. Vous avez été 175 participants. Alors, j'ai envie de dire 175 participantes, puisque la grande majorité sont des femmes, enfin, et 132 femmes contre 43 hommes. Et donc, la majorité l'emportant, on dira 175 participantes. 31 nationalités étaient représentées avec 38 pays d'exercice. Nous vous avons proposé 26 modules de formation et vous étiez très nombreux avec un âge moyen de 39 ans. Nous sommes donc ravis, évidemment, de vous avoir accueillis pendant ce BELC hiver et de vous avoir mis entre les mains, je dirais, de nos experts, que je voudrais remercier ici, 19 formatrices, là aussi le féminin l'emporte. Alors, nous avions donc Miloud Benali, François Blondel, Amandine Béranger, Vincent Counil, Marina Dacosta, Cindy Dopra, Boris Durand, Elena Ferrari, Sylvia Jacquin, Émilie Lair, Émilie Mathieu-Benoît, Marion Meynadier, Anne Mokaer, Christine Moherman, Tan Thieu, Amandine Quetel, José Segura, Valérie Schmilbil et Marie Thirion. Alors, je voudrais tous les remercier d'avoir, une fois encore, contribué au succès, je l'espère, de cette 23e édition du BELC hiver. Alors, comme vous le savez, nous attendons notre conférencier qui a des petits soucis techniques. On espère que ça va se régler très vite. En attendant son arrivée, je vais d'ores et déjà vous le présenter. Sébastien Georges, qui va prononcer une conférence intitulée Les coulisses de la fabrication des épreuves du TCF et du DELF-DALF. Cette conférence est une présentation de tout ce qui peut se passer avant qu'une version d'examen soit finalement distribuée et accessible au public. Que se passe-t-il
ensuite. Et donc, Sébastien va lever le voile sur ces différentes étapes, depuis finalement la validation psychométrique des contenus élémentaires d'évaluation jusqu'à la délivrance des résultats aux candidats, en passant par l'optimisation de la gestion des aspects opérationnels de ces certifications. Vous allez donc découvrir avec lui les outils, les techniques, les méthodes, les procédures mises en œuvre à France Éducation Internationale pour pouvoir garantir la validité, la fidélité et la sensibilité des sujets d'examen, ainsi que l'équité de traitement des candidats. Alors, Sébastien Georges, c'est un expert qui a travaillé au CNRS en psychophysique du système visuel. Il a également été enseignant universitaire, puis psychométricien au CIEP, donc ex-France Éducation Internationale. Il est aujourd'hui à France Éducation Internationale, directeur adjoint du département évaluation et certification et responsable de la cellule qualité et expertise. Nous allons, j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Et j'en profite en attendant, parce que je sais que les informaticiens sont avec lui. En attendant, je vais laisser, donc il y a Léa de l'équipe qui intervient sur le chat, lui remettre l'adresse, voilà, merci Léa, bonjour. Bonjour à tous. Remettre l'adresse Belque France sur le chat pour celles et ceux qui souhaiteraient des attestations de participation au webinaire. Je sais que c'est une question qui revient dans le chat régulièrement, donc voilà, ça c'est dit. De la même manière, nous allons procéder à un tirage au sort parmi tous les participants de ce webinaire à la fin. Donc, vous aurez la réponse aujourd'hui ou lundi. Le prix du tirage au sort sera un accès édition Maison des Langues d'une valeur de 139 €. Et voilà, vous avez également aussi, Léa va le remettre, tous nos réseaux parce qu'il y a plusieurs jeux concours qui ont commencé à sortir hier et qui vont avoir lieu toute la semaine, notamment donc sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Et donc Léa va vous indiquer aussi également tout ça dans le chat. Et autant en profiter maintenant en attendant que Sébastien Georges nous retrouve. Valérie en profitait pour remercier toutes les formatrices et les formateurs. Et évidemment, je me joins à elle et j'en profite aussi pour remercier toute l'équipe pour ce bel hiver. Donc évidemment Mélissa Chaibi, Léa Mézi, Victor-Louis Devarieux, Marion Elodé, Ouming Nomfai, Deepika Grover, Valérie, bien entendu, Corinne Knapp et tous les services de FEI qui permettent que ce bel hiver ait lieu. Et de la même manière, un grand merci à nos partenaires. Donc, je les aurais remerciés, nous les aurions remerciés à la fin, mais voilà, pourquoi pas au début. Donc, vous les avez notamment vus à travers les webinaires. Donc, on avait RFI, TV5 Monde, Le Clémy, Hachette, Didier, Clé Internationale, Le Français dans le Monde, les éditions Maison des Langues, Samir Éditeur, le département évaluation et certification de France Éducation Internationale, la Fédération internationale des professeurs de français, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, l'Institut français de Paris, la Fondation Alliance française et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà. Merci Johanna. Si tu veux bien, je vais en profiter aussi puisqu'il y a quelques petites questions sur le question-réponse. Et donc, en attendant que Sébastien puisse nous rejoindre, au moins qu'il puisse répondre. Donc, il y a une question de Florence Bourreau qui dit bonjour, pourquoi le Belge n'a-t-il pas eu lieu à la Cité française de Villers-Cotterêts cette année? Alors, le Belk Hiver, traditionnellement, a lieu dans nos locaux. Comme vous le savez, cette année et l'année prochaine d'ailleurs, nous sommes en travaux. Nous sommes dans un bâtiment historique, donc c'est toujours un peu compliqué les travaux. Et donc pour cette raison, cette année, nous avons dû proposer le Belk Hiver tout à distance puisque nous ne pouvions vous accueillir en présence.
il en sera de même l'année prochaine. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait à Villers-Cotterêts? Ben, parce qu'à Villers-Cotterêts, nous avons un événement en commun, pardon, qui est le BELC, Cité internationale de la langue française, qui est dédié à des publics, je dirais, spécifiques autour de l'alphabétisation, de l'illettrisme et de l'électronisme. Et dans ce cadre-là, nous ne pouvons à ce stade accueillir que très peu de participants, puisque Villers-Cotterêts a un énorme inconvénient pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'hébergement. Et donc, les rares hôtels autour du château de Villers-Cotterêts ne permettent pas d'accueillir autant de participants que nous aurions souhaité le faire et que nous pouvons même le faire à Sèvres. Donc voilà pour cette première réponse. Concernant maintenant la question de Christelle Fadel, est-il permis pour un candidat de se réinscrire à un DELF alors qu'il attend les résultats du précédent et qu'il est dans l'urgence pour pouvoir poursuivre ses études en France? Donc, si j'interprète bien la question, ça signifie que vous avez un candidat qui a passé un DELF de niveau, peu importe lequel, et qui, parce qu'il est dans l'urgence, souhaite se réinscrire sans avoir les résultats du premier. Alors, à confirmer par les collègues du DEC, et on pourra vérifier auprès de Sébastien dès qu'il aura pu nous rejoindre, mais a priori, chaque niveau étant indépendant et autonome, rien ne devrait a priori empêcher un candidat de se présenter, enfin de s'inscrire à tout moment. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour le moment, il y en a qui, par rapport au concours, je laisse Léa répondre sur le chat. Certains ont posé des questions par rapport à ça. Oui, si vous avez le replay, normalement, sera envoyé. Vous sachez aussi, là, par rapport au DALF, effectivement, s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat ou dans l'espace Q&R, puisqu'on a eu aussi un webinaire, effectivement, avec Elsa Krief sur les certifications. Et dans le cadre du BELC, parce que c'est un sujet qui revient toujours, donc avant d'avoir les coulisses, dans le cadre du BELC, on organise toujours effectivement des modules d'habilitation enfin, avec le département évaluation et certification. Donc on propose toujours devenir examinateur correcteur des épreuves DELF-DALF. Donc en 30 heures, et en été, en présentiel uniquement, peut être proposé, enfin, est proposée la formation de devenir formateur d'examinateur correcteur DELF-DALF en 30 heures également. Voilà. Et nous aurons d'ailleurs bientôt sur nos réseaux plus d'informations concernant le BEL qui était 2024, et donc la suite des formations. Est-ce qu'il y a moyen de faire une réhabilitation en ligne? Alors oui, ça dépend c'est sous plusieurs conditions, c'est-à-dire si on parle de l'habilitation examinateur correcteur DELF-DALF, vous pouvez, elle est donc valable 5 ans, et quand quand vous êtes rattaché à un centre d'examen, que vous avez participé à une session d'examination correction au moins une fois par an, et que votre habilitation est encore valable ou dans l'année qui suit la fin de votre habilitation, vous pouvez participer à un renouvellement de votre habilitation en ligne. Voilà. Par contre, si vous êtes formateur d'examinateur correcteur, le renouvellement est possible aussi sous plusieurs conditions. Ah, je vois Sébastien qui arrive. Alléluia. Et pour finir, par rapport à cette formation sur renouvellement en ligne, quand vous êtes formateur d'examinateur correcteur, c'est pareil, c'est sous condition, et ça n'est faisable par contre qu'une fois. Vous êtes après obligé de revenir en présence pour la renouveler une deuxième fois dans ces cas-là. Et Sébastien, merci, ravi de t'accueillir. Bonjour et merci.
Alors, je laisse Valérie reprendre, qui t'a présenté, reprendre le fil et je désactive ma caméra. Si jamais, j'en profite pour le détail technique que du coup nous n'avons pas pu tester avant, quand tu partageras ton écran, si tu as besoin de mettre du son, n'oublie pas de cocher voilà, l'option partager avec l'audio. Et je vous laisse. Merci beaucoup. Très bien, donc Sébastien, je t'ai présenté le temps que tu arrives. Donc, je ne vais pas te représenter, mais simplement te donner la parole. Les collègues attendent avec impatience ton intervention et donc je te laisse prendre la parole. Merci Valérie. Je veux bien que vous m'indiquiez si vous avez le retour écran. Oui, c'est bon. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ce petit contretemps technique. On est obligé de faire intervenir un technicien. Je vais m'en tenir au temps imparti et vous parler aujourd'hui des coulisses de la fabrication, des épreuves du TCF et du DevDalf. Donc, il s'agit de diplômes et de tests que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent. Mais je vais avoir besoin, moi, de vous redire deux, trois choses dessus. Alors, vraiment très rapidement, je vais m'arrêter sur quelques-unes de leurs caractéristiques qui sont importantes pour nous dans le mécanisme de fabrication des épreuves. On va parler de la naissance des constituants élémentaires et puis après, on va voir comment on les soumet à l'épreuve des faits pour pouvoir ensuite fabriquer une version officielle et la distribuer. Et puis, je glisserai quelques mots sur la correction et les travaux d'innovation, notamment au cours de l'intervention. Je m'arrêterai à plusieurs reprises pour vous laisser poser les questions si besoin était. Alors, quelques caractéristiques utiles aux psychométriciens, parce que je ne suis pas un spécialiste du français langue étrangère, je suis un spécialiste de la mesure en évaluation. Autrement dit, si je travaillais avec des spécialistes d'une autre langue, d'une autre discipline, j'aurais à peu près la même démarche. Mais je suis obligé de m'intéresser d'abord aux caractéristiques des DELF et DALF. Alors, vous les connaissez sans doute dans leur contenu pédagogique, si je puis dire. Moi, ce qui va m'intéresser là, c'est les caractéristiques qu'ils ont autour des contenus pédagogiques. On a d'un côté environ, j'ai fait des chiffres ronds, hein, environ 450 000 candidats par an pour le DevDalf. On en a moins de la moitié moins pour le TCF avec 200 000. 30 000 sessions par an pour le DevDalf, 11 000 pour le TCF, sachant qu'une session, c'est une épreuve dans un centre à une date et à une heure particulière. Donc, il y a 30 000 occurrences de rassemblement de candidats sur une année civile pour le DevDalf et 11 000 pour le TCF. Du côté du DevDalf, on est uniquement au format papier-crayon, alors que du côté du TCF, on est à la fois au format papier-crayon et sur ordinateur. Voilà, en tant que spécialiste de la mesure, quand on va accompagner les spécialistes du français à fabriquer des épreuves officielles, les caractéristiques auxquelles on va s'intéresser. Donc évidemment, ce n'est pas celles auxquelles vous êtes probablement, celles avec lesquelles vous êtes probablement les plus coutus. Pour démarrer une épreuve, eh ben, ça c'est une évidence pour tout le monde et c'est bien légitime. Il faut faire naître les constituants élémentaires des évaluations, c'est-à-dire les questions, les réponses. On va parler du côté du DevDalf de tâches, alors qu'on parlera pour le TCF d'items. C'est une petite nuance, mais quand je vais vous la décrire, vous allez tout à fait la comprendre. Et pour vous parler de ça, je suis obligé de vous parler de quelque chose qui est vraiment au cœur de nos métiers en matière d'évaluation. Et là, ce ne serait pas uniquement vrai pour le français langue étrangère. C'est ce qu'on appelle la banque d'items et des tâches. C'est un outil cœur de métier. C'est dans ce réceptacle qu'on va mettre l'intégralité des exercices, des questions, des supports audio, des images qui sont susceptibles de composer des versions. Quand on va les assembler les uns avec les autres, on va constituer des versions, on le verra un peu plus tard, selon des propriétés particulières. Et quand on a besoin de générer, on regarde ce qu'on a comme dans le stock et on va générer une commande. Cette commande, elle va lancer, alors selon un cahier des charges assez spécifique, auprès de rédacteurs, le début, la naissance des items et des tâches. Une fois que ces tâches et ces items sont rédigés, alors il y a plusieurs navettes, hein. Finalement, je vais faire un discours un peu plus court que ce que j'avais prévu pour ne pas vous voler de votre temps.
Il y a plusieurs navettes. Il y en a un peu plus du côté du DevDalf parce que souvent, on a des supports audio et des supports écrits, c'est-à-dire les textes d'introduction avant les questions, qui sont plus longs que du côté du TCF. Donc, on cherche d'abord à valider le support audio ou écrit. Et ensuite, une fois qu'on a validé ce support, on passe à la proposition des questions et des choix de réponse. À l'issue de ça, on a une validation par des spécialistes du FLE pour s'assurer que une tâche de A2, elle va bien évaluer le niveau A2 du point de vue pédagogique, du point de vue linguistique, langagier, pragmatique, morphosyntaxique, etc. Et qu'un item de niveau C1 du TCF, eh bien, c'est bien un item de niveau du C1. Et ça, ensuite, on va le soumettre à l'épreuve des faits. C'est la prochaine étape. Alors, je fais une toute petite parenthèse ici. Parce que je l'avais promis quand on m'a sollicité, et je remercie les organisateurs du BELC de l'avoir fait. Je fais une toute petite parenthèse sur les innovations. On est en train, à France Éducation Internationale, de travailler à la manière dont on pourrait intégrer les IA génératives dans la production de tâches et d'items. Aujourd'hui, on en est au stade de la découverte et du butinage. Notre premier et dernier séminaire a été organisé il y a 1 mois et demi, où on a fait manipuler des rédacteurs de tâches et d'items sur des outils d'IA générative. Alors, il n'y a pas que le chat GPT, hein, sur plusieurs. Et voilà, on a tiré quelques enseignements. Ce qu'on veut, c'est évidemment, d'ici quelques temps, consolider nos pratiques, s'approprier les outils pour qu'on puisse ensuite être accompagné dans la génération de nouveaux exercices, de nouveaux constituants alimentaires. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Et s'il y a, alors moi, j'ai pas dû mettre le bon écran, j'ai pas le retour. S'il y a une ou deux questions là sur ce sujet, je veux bien y répondre d'emblée. Alors là, je ne vois pas de questions d'emblée sur le sujet, Eh donc ben, je je continue. pense que oui, tu peux continuer et on y reviendra. Les questions vont Ok, peut-être arriver juste super. après. Alors, imaginez maintenant qu'on ait fait une commande d'une centaine, voire 300, 400, 400 items ou tâches, que ce soit pour le DevDalf ou le TCF. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les assembler dans une version dite blanche, c'est un peu le principe, et on va les soumettre à l'épreuve des faits. C'est ce qu'on va appeler, nous, les procédures de validation psychométrique. On parlera d'épreuves d'entraînement pour le DELF, je vais le décrire, et de calibrage masqué pour le TCF. Ce sont des procédures harmonisées qui sont pilotées cette fois-ci non pas par les ingénieurs pédagogiques en FLE, mais par les spécialistes de la mesure, donc les psychométriciens. Et on a tenté, et on est parvenu d'ailleurs, à mettre en œuvre une démarche qui soit commune, mais avec des particularités qui sont propres à chaque certification. Notre première étape, que ce soit côté DevDalf ou TCF, c'est de collecter des données. La collecte des données, c'est les réponses des candidats et les caractéristiques des candidats. On va y revenir. La deuxième étape ensuite qui succède, c'est l'analyse psychométrique à proprement parler. Je ne vous ferai pas de formule, pas de calcul, mais je vous décrirai un peu les grands principes pour que vous puissiez toucher du doigt quelles sont les garanties qu'on peut apporter grâce à l'analyse psychométrique. Enfin, troisième étape, on va faire une mise en banque pour constituer des versions calibrées. Alors la vraie question, c'est pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça pour une seule et unique raison, ou peut-être deux raisons, je devrais-je dire, mais elles sont intimement liées. La première, c'est que les candidats qui passent des épreuves du DevDalf et du TCF le passent dans des situations à très fort enjeu social. Pour immigrer en France, pour obtenir la nationalité, pour immigrer au Canada, pour rentrer dans une université. Autrement dit, en responsabilité, on ne doit pas délivrer un niveau du candidat de manière surévaluée ou sous-évaluée. Il faut qu'on soit extrêmement précis. Il va même falloir qu'on soit valide, c'est-à-dire qu'on mesure bien une compétence en français langue étrangère, qu'on soit fidèle, c'est-à-dire qu'on la mesure toujours de la même manière et qu'on ne donne pas l'avantage à un candidat quand il a reçu la version 43 par rapport à un candidat qui aurait reçu la version 47, qu'il soit à Paris ou à Tokyo, je ne sais où. Et puis, on va être aussi équitable, c'est-à-dire qu'on va donner pas d'autres avantages ni d'autres inconvénients sur des variables autres que le français langue étrangère. Donc ça, c'est vraiment cette démarche qui nous permet de garantir la qualité à la fois des épreuves et donc des résultats qui vont être délivrés.
Concernant la collecte, on a été obligé d'adapter la procédure selon le DevDAV d'un côté, parce qu'il n'y a pas de passation sur ordinateur, et du TCF, parce que là, il y a des passations sur ordinateur. Au niveau de l'étape d'analyse des analyses psychométriques, là, les procédures sont quasi systématiquement les mêmes, même si du côté du DevDALF, on continue à développer et améliorer les procédures d'analyse psychométrique. Et enfin, dans la troisième étape, la mise en banque, là, on est totalement harmonisé. Il n'y a pas de distinguo entre le DevDALF et le TCF. Je passe à la suivante. La collecte des données du côté du DevDALF, on parle de pré-test, ce sont des épreuves blanches en quelque sorte, qui se déroulent dans les mêmes conditions que les épreuves officielles, qui sont proposées pour la déclinaison tout public junior et scolaire sur les niveaux A1 à B2, même si on va commencer cette année en 2024 avec le niveau C1. Et on ne concentre ça que sur les épreuves de compréhension de l'oral et compréhension de l'écrit. Je pourrais y répondre s'il y a une question dessus. Dans ces épreuves blanches, on va ajouter une tâche particulière, un exercice de compréhension écrite, très souvent, dont on connaît parfaitement la carte d'identité psychométrique, c'est-à-dire qu'on sait s'il est difficile et à quelle hauteur il est difficile, on sait s'il est discriminant ou pas, on sait s'il a des bons indices d'ajustement, on connaît tout par cœur de lui, et ça va nous servir d'arrimage pour le calcul de la difficulté des tâches qu'on veut tester. Comment ça se passe concrètement? On va extraire de la banque d'items une ou plusieurs tâches encre et on va les distribuer dans différentes épreuves de pré-test. C'est ce qui figure en bleu sur la diapositive, auxquelles on va attacher des nouvelles tâches de compréhension écrite, de compréhension de l'oral, et qu'on va distribuer à travers le monde dans des épreuves d'entraînement. Ce qui fait que du pré-test 1 au pré-test 3, vous avez différentes tâches 2, vous avez différentes tâches 3, mais vous avez une même tâche encre commune, la tâche 1. Et quand on va calculer la difficulté relative des tâches 2 et 3 par rapport à la tâche 1, on va pouvoir rapprocher les niveaux de difficulté des nouvelles tâches 2 et des nouvelles tâches 3. Voilà le principe de l'ancrage dans une épreuve d'entraînement. Pour ça, on envoie le matériel pour qu'ils organisent les sessions. Et puis, ils nous retournent les feuilles de réponse des candidats sur lesquelles on récolte le sexe, l'année de naissance, le niveau d'études, des choses comme ça. Et nous, on va collecter les données. Je salue au passage le travail du pôle d'encodage numérique. C'est un pôle qui appartient à la cellule qualité expertise, qui est à la base de tout. On encode proprement et correctement les données qui vont pouvoir permettre la génération d'analyses psychométriques par la suite. Pardon, je suis allé un peu vite. Du côté du TCF, on a finalement, je vous le disais, une procédure qui est sensiblement la même, sauf qu'on l'a cette fois-ci adaptée sur ordinateur. C'est ce qu'on appelle le calibrage masqué. Pour collecter les réponses des candidats, on va proposer un test sur ordinateur fait de 76 items à partir desquels on va calculer le score des candidats en session réelle. Et parmi ces 76 items, on va glisser 15 nouveaux items dont on ne connaît rien, si ce n'est l'estimation supposée du niveau du cadre européen. Et on va dire aux candidats, tu as 91 questions, il n'y en a que 76 qui comptent pour ton score, il y en a 15 qui ne compteront pas pour ton score, mais dont nous allons récupérer les réponses. Le candidat n'est pas capable de les identifier, et donc on va récupérer les réponses en session réelle. Donc là, il y a un degré de motivation des candidats, c'est le petit avantage du calibrage masqué, qui est bien supérieur pour répondre aux 15 nouvelles questions, puisqu'il n'est pas en mesure de les identifier parmi les 91. Voilà. Alors, quand tout ça se joue, je vais passer très vite sur cette diapo pour ne pas vous voler trop de temps. En fait, on distribue de manière pseudo-aléatoire une version au candidat, mais nous, on sait très bien laquelle est distribuée, et on va glisser comme ça 15 nouveaux items dans la V1, 15 autres nouveaux items dans la version 2, etc., etc. Et on va récupérer toutes les données en fusionnant, et ça se passe aussi du côté du DevDALF, on collecte la donnée, on associe ça à des bases de données qui nous donnent des informations sur les candidats, et puis sur le moment de passation, le lieu de passation, éventuellement les conditions de passation, et on va fabriquer
une matrice de données. Alors, pour l'instant, en qualité de psychométricien, alors ce n'est pas moi qui fais ça, hein, ce sont les collègues de l'équipe, en qualité de psychométricien, on ne s'intéresse à ce stade-là pas du tout au contenu des épreuves, que ce soit les épreuves d'entraînement du DevDalf ou les épreuves de calibrage masqué du TCF. On va donc construire une énorme matrice dans laquelle on va savoir s'il s'agit d'un homme, d'une femme, et on va savoir exactement ce qu'il a répondu à telle ou telle question. On va savoir aussi quand il n'a pas répondu. On saura donc quand il a bien ou mal répondu ou pas répondu, où il a passé son test, quelle est sa langue maternelle, et on va croiser tout ça. Tout ça, c'est la procédure de collecte des données qui se résume à des épreuves d'entraînement du côté du DevDalf et à des épreuves de calibrage masqué du TCF. Et on a amorcé la pompe, si je puis dire. Une fois que la pompe est amorcée, on va pouvoir passer à l'analyse psychométrique. Alors, je vais aller très vite aussi là-dessus, hein, du fait du démarrage un peu différé. On va exercer un certain nombre de filtres en éliminant les candidats qui ne répondent pas du tout, les candidats qui n'ont pas l'âge approprié, si on a une surreprésentation d'un pays plutôt que d'un autre, ou d'une langue ou d'une autre. On va faire en sorte que l'échantillon d'analyse des candidats, qui peut s'élever parfois à 400, 500, jusqu'à 1500 pour une épreuve blanche, soit le plus ressemblant possible à la population parente des candidats auxquels les TCF et les DevDalf sont destinés. Quand on a fait cette opération de nettoyage des données, on injecte tout ça dans des outils qui sont, alors qu'on des petits noms, ici EPAN et BI, mais peu importe, sont des outils qui vont nous permettre de centraliser les données et à partir desquels on va pouvoir lancer l'analyse psychométrique. 2 stades dans l'analyse psychométrique. Le premier stade, c'est celui appelé de la théorie classique des tests. Grosso modo, on regarde comment le candidat a répondu et on regarde sa tendance à répondre correctement ou incorrectement à chacune des questions du test en fonction de son score global du test. Et je vais vous dire quelque chose qui vous paraît évident, mais peut-être auquel vous n'aviez jamais pensé au préalable, c'est que un candidat, s'il est fort sur l'ensemble du test, sa proportion à répondre aux questions difficiles devrait être plus élevée qu'un candidat qui est faible. Ça, c'est évident pour tout le monde. Plus je suis fort sur l'ensemble, en français langue étrangère, plus je dois être en capacité de répondre correctement aux questions, même lorsqu'elles sont difficiles. Et bien, même avec des rédacteurs chevronnés, il nous arrive parfois d'observer que ce sont les candidats faibles qui répondent bien aux questions difficiles et les candidats forts qui y répondent mal. Quand vous avez ça, c'est que vous avez un dysfonctionnement dans la question que vous avez posée et qu'elle ne mesure pas bien le niveau de compétence de français langue étrangère. Si c'est ça, on va l'éliminer pour ne jamais la mettre en version. J'y reviendrai un peu après. Après cette application d'un premier modèle, on utilise un deuxième modèle qui s'appelle un modèle de réponse à l'item, qui lui va nous donner des indices de difficulté sur l'échantillon global et qu'on va pouvoir généraliser à l'ensemble des candidats potentiels. Autrement dit, avec la théorie classique des tests, eh bien, on a une interdépendance entre le niveau du groupe qui a passé le test et les résultats du test. Si vous avez un groupe fort par rapport à un groupe faible, eh bien, vous allez juger le niveau de l'épreuve comme étant plus ou moins difficile. Quand on va utiliser le modèle de réponse à l'item, je ne rentre pas dans le détail mathématique, c'est un modèle qui travaille à base de probabilité. Pour les amateurs, c'est un modèle de régression logistique. Ce modèle va rendre indépendant l'évaluation de l'habileté des candidats à l'évaluation de la difficulté des questions. Et donc, on va pouvoir généraliser ces choses-là. Je vais aller très vite là-dessus. Je vais juste revenir sur l'explication graphique. Vous pouvez passer sous silence l'équation du modèle. Si vous vous focalisez là sur le graphique, ici, sur l'axe des abscisses, en bas, nous exprimons le niveau de difficulté des questions et le niveau d'habileté des candidats, le niveau de performance des candidats. Quand vous avez 6, c'est un item qui est très difficile. Quand vous avez -6, c'est un item qui est très facile. Quand vous avez 5, c'est un candidat qui est très fort. Quand vous avez -5, c'est un candidat qui est très faible.
Ce qu'on va chercher pour chaque question, je dis bien pour chaque question qui est représentée ici par, il y a 3 questions représentées ici, on va rechercher le point pour lequel on a exactement une probabilité de 50% de réponse correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un item un peu plus difficile, eh bien, je vais avoir moins de 50% de réponses correctes. Et si je prends un item un tout petit peu plus facile, je vais avoir plus d'une chance sur 2 de répondre correctement. Eh bien, quand on a trouvé ce point-là et qu'on le reporte sur l'axe des abscisses, on connaît exactement le niveau de difficulté de l'item. Autrement dit, l'item 2, là, quand on le projette de 0,5 sur l'axe des abscisses, il est à 0. C'est un item de difficulté médiane. Tout ça est une échelle mathématique. Hein. On verra comment la convertir. Ça, c'est une autre histoire. Si je prends l'item le plus à gauche, le bleu ciel en trait plein, quand je prends la projection à 0,5, eh ben, je vais tomber à peu près à moins, enfin pas à peu près, exactement à moins 1,5. Ce qui fait que cette question-là est plus facile que la question bleu foncé, que la question elle-même en pointillé. Les analyses de psychométriques ont fait rien d'autre que ça. Alors rien d'autre, je vais un peu vite en besogne, mais ça va nous permettre d'apparier 2 choses. Le niveau du cadre européen commun de référence, ce sont des catégories que vous maîtrisez bien mieux que moi d'ailleurs. C'est qu'est-ce que le A1, qu'est-ce que le A2, etc. jusqu'au C2. Donc on a fait des catégories avec des descripteurs de compétences. Eh bien nous, sur ces descripteurs de compétences, on va essayer de le traduire en mesures. Ce sont les mesures que je viens de vous montrer. Et on va déterminer des limites qui ne vont d'ailleurs pas être équidistantes d'un niveau à l'autre et qui vont nous permettre de dire ben, quand l'item il a tel ou tel niveau de difficulté, c'est plutôt un item de niveau B2 que de niveau C1. Et quand il est à tel autre niveau de difficulté, il est plutôt de niveau A2 que de niveau B1. Et donc, ces mesures, pardon, je suis allé vite, ces mesures-là, on va déterminer ce qu'on appelle des points de césure. Les points de césure, ce sont les valeurs, si je reviens en arrière, ce sont les valeurs de ces items-là qu'on va retrouver ici et qu'on va déterminer comme étant à la limite de 2 niveaux adjacents. Une fois qu'on a fait ça, on réalise d'autres analyses qui permettent de savoir si le modèle qu'on utilise pour décrire la relation qui existe entre le niveau de compétence des candidats et le niveau de difficulté des questions est bien celui qu'on attendait. Vous avez ici à droite, évidemment, quelque chose qui ressemble bien à ce qu'on attendait. Les points bleus, c'est ce qu'on a observé. La courbe rouge, c'est ce que prédit le modèle. Vous avez sur la partie gauche, au contraire, quelque chose qui ne correspond pas bien à ce qu'on attendait. Nous, quand on observe ça, on remet en cause les questions parce que ça veut dire probablement qu'il s'agissait d'une question piège, d'une question mal formulée ou de toute autre chose, avec un distracteur faible ou un distracteur fort. Toutes ces analyses, depuis la théorie classique des tests jusque ce point-là, vont nous permettre de sélectionner les items qu'on considère comme étant bons pour faire partie d'une version de ceux qu'on considère comme étant mauvais pour ne jamais en faire partie. À cela, on va ajouter une dernière étape d'analyse. Tout ça prend 15 jours par jeu de questions. À cela, on va ajouter une dernière étape d'analyse. C'est les fameuses tâches encre dont je vous ai parlé tout à l'heure, celles qu'on introduit en plus des nouvelles tâches qu'on veut tester. Celles-ci, on connaît bien leurs caractéristiques psychométriques. On va donc, par exemple, si on en utilise 3, les comparer au niveau de difficulté qu'on a observé pour les nouvelles tâches et qu'on vient juste d'analyser. Et on va, par une opération mathématique, redresser la difficulté soit en valeur positive, soit en valeur négative, quand on va comparer le décalage de la valeur de difficulté des tâches repères, les tâches encre, d'un prétest à l'autre. Ce qui veut dire que quand vous avez 2 prétests distincts, avec la même tâche encre, vous distribuez à une population, vous distribuez à une autre population, parce qu'elles ont un lien commun qui sont les 3 encres, vous allez pouvoir relier les niveaux de difficulté des 2 prétests. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'opération d'ancrage qui va nous permettre de mettre en banque. Ensuite, quand on a terminé ça, je vous ai dit la dernière, ce n'est pas tout à fait vrai, on va réaliser ce qu'on appelle des études qui nous permettent d'étudier le fonctionnement différentiel des items, c'est-à-dire, est-ce qu'on a par exemple un avantage à poser certaines questions aux hommes ou aux femmes ou un désavantage? Là, dans le graphique que vous voyez,
vous notez que la courbe en bleu pour les femmes et la courbe en verte pour les hommes montrent que pour l'item qui est surligné en rouge, là, le 12712, bon, c'est son petit nom de code, eh bien l'item est plus facile pour les femmes qu'il ne l'est pour les hommes. Alors, je vous l'accorde, ce n'est pas parce qu'on est le 8 mars que je le dirai, c'est simplement parce que les femmes sont plus fortes. Donc, l'item est plus facile. Ben, pas du tout, en fait. Nos analyses permettent de démontrer, alors on pourrait avoir le cas inverse, hein, bien sûr, nos analyses permettent de démontrer que cette question-là, pour un même niveau de compétence entre hommes et entre femmes sur l'ensemble du test, avantage les femmes par rapport aux hommes et donc génère un niveau de difficulté plus facile pour les hommes, plus facile pour les femmes que pour les hommes. Quand on observe ça, on ne prend jamais cette question pour la mettre dans une épreuve officielle. Voilà, là j'ai fait le tour de tout ce qui était collecte des données, traitement de l'analyse psychométrique, puis on va arriver à la mise en banque. Mais peut-être qu'il y a une ou deux questions dans le fil de la discussion. Oui, alors bah, il y en a une, tu viens d'y répondre justement, il y avait cette question de pourquoi le sexe était pris en compte, donc tu viens d'en donner l'exemple. Alors, mais elle est intéressante quand même parce que euh, j'ai pris l'exemple du sexe, mais ce n'est pas le seul qu'on regarde. On va regarder par exemple si, selon les 18-25 versus les 25-30 ans versus les 30-35 ans, on ne va pas avoir des disparités de niveau de difficulté. Puis on va le regarder aussi selon le bassin d'origine linguistique. Est-ce que les personnes dont la langue maternelle est indo-européenne versus chémitique versus je ne sais quoi, on va avoir des différences. Donc tout ça, on l'étudie. La règle d'or, c'est qu'on étudie le maximum de variables possibles en items à fonctionnement différentiel pour ne donner ni avantage ni inconvénient au candidat sur une variable autre que la compétence en français langue étrangère. Merci. Est-ce qu'il y a Et une autre question? il y a d'autres questions aussi par rapport à ça. Tu parlais au début des 15 items supplémentaires. Oui, Euh, Est-ce qu'ils sont placés à la fin, au milieu, au début du test ou c'est aléatoire? très bonne question. Ils sont ni au début ni à la fin et ce n'est pas aléatoire. Alors, je ne peux pas vous délivrer tous les secrets de fabrication parce que sinon, évidemment, tout le monde saurait où sont cachés ces items. D'une version sur l'autre, ils ne sont pas au même endroit, mais ils ont des positions possibles. C'est jamais le premier, c'est jamais le dernier. Donc ça, je peux vous le dire. Mais on va avoir des items qui sont supposés de difficulté A1, d'autres de difficulté A2, d'autres de difficulté B1, etc. Selon le niveau de difficulté supposé, on va les positionner dans le premier cinquième du test, dans le deuxième cinquième du test, etc. etc. Et à l'intérieur de ces, on subdivise le test en 5 parties. On en ajoute 15. Pourquoi? Parce que c'est 5 par compétence. Compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit et maîtrise des structures de la langue. Dans ces 5 parties, on va là appliquer une position aléatoire à l'intérieur des positions du A1, à l'intérieur des positions du A2, etc. Merci. Bah, désolé Fernando, du coup la réponse est justement on ne pourra pas connaître tous les secrets. Et Non, non, ça, c'est pas possible. il y avait aussi une question, bon, il y en a plein, hein, mais par rapport en relation à ce qui vient d'être dit, donc c'est Vincent, quelle est la composition d'un examen en termes de difficulté? Par exemple, pour un examen A2, combien d'éléments sont plus proches du A2+, ou proches du A2-, ou proches du milieu? Voilà. Y Alors, a-t-il un très pourcentage bien. égal ou est-ce aléatoire? Alors, je devine que la question porte plutôt sur un examen du DELF A2 que sur un examen du TCF, puisque dans le TCF, on a des items de plusieurs niveaux. C'est ce qu'on appelle un examen à entrée unique, mais sortie multiple. C'est en fonction de son score, on est aiguillé vers le A2 ou vers le C1. Pour le DEF, ou le DALF d'ailleurs, c'est un peu différent. On cherche à mettre dans l'épreuve uniquement des questions de niveau A2. Ces questions de niveau A2, il faut qu'on les calibre pour s'assurer qu'elles sont bien de niveau A2. Alors, on va en partie y répondre par la suite, hein. Mais pour donner quelques éléments, on va aller piocher dans la banque d'items des constituants élémentaires du A2, prouvés psychométriquement, pour constituer une version de A2. Simplement, à l'intérieur de ces tâches, parfois, quand on a une tâche du DevDalf, il y a 5 ou 6 questions associées à une seule et même tâche. Et bien, sur les 5 ou 6 questions,
il va y en avoir 3 ou 4 qui vont être vraiment strictement de niveau A2, puis peut-être une 5e de niveau légèrement B1, et peut-être une 6e légèrement de niveau A1. Et donc, on va jouer d'une épreuve sur l'autre à équilibrer le niveau global de difficulté par la sélection des tâches qui comprennent chacun des items de difficulté légèrement variables. Si on avait une tâche de niveau A2 supposée, mais qui avérée après analyse psychométrique, se révélait avec 75% des items qui la composent d'un niveau supérieur ou inférieur, ou de 2 niveaux supérieurs ou inférieurs, eh bien là, on ne l'utiliserait jamais dans la version. D'accord, merci Sébastien. Je continue un peu ou est-ce qu'il y a une autre question? Il y en a plein d'autres. Ah, Alors, je continue, puis après je te laisse. ok, ok. Tu me dis, on en prend encore deux peut-être. Il y en avait une rapide, mais pour être sûr, parce que Marzouk qui demandait que voulez-vous dire par les niveaux adjacents. Je suppose que c'est quand tu montrais l'échelle. Tout à fait. Un niveau adjacent au niveau A2. Les niveaux adjacents au niveau A2 sont les niveaux A1 et B1. Voilà. Et de Alper, pourquoi pensez-vous que la langue peut être segmentée en niveaux, donc les niveaux du CE-CERL, et qu'une compétence en langue peut être mesurée de manière objective et précise par des procédés psychométriques? Alors, moi, je ne pense rien quant à la segmentation de la langue. Mais le cadre européen, il n'a pas été fait par les psychométriciens. Le cadre européen, il a été fait par des spécialistes des langues étrangères, de manière conjointe d'ailleurs de plusieurs langues étrangères, et il a permis de décrire un continuum à l'aide de descripteurs de compétences qui pouvaient être utilisés pour accompagner l'apprentissage et l'évaluation des langues. À partir de ce moment, si on veut accompagner un candidat pour lui dire tu as un niveau avancé ou tu as un niveau faible, on décide ou pas, je dis bien on décide ou pas, on n'est pas obligé de le faire, d'utiliser le cadre européen commun de référence, mais on pourrait utiliser un autre cadre. Seulement, si vous voulez le faire toujours de la même manière, si vous voulez le faire toujours avec le même niveau de garantie, vous n'aurez pas d'autre solution que de tester vos questions avant épreuve. J'ai été enseignant universitaire avant, dans des disciplines non linguistiques, hein, en statistique notamment. Quand je proposais des examens à mes étudiants, en fin d'année ou en fin de semestre, eh bien, je supposais le niveau de mes examens. Mais je ne le connaissais pas tant que je n'avais pas eu les résultats des candidats. Et j'aurais pu tirer une conclusion un peu. C'est comme ça que je suis devenu psychométricien d'ailleurs. J'aurais pu tirer une conclusion un peu hâtive qui aurait été quand ils ont tous des notes faibles, ah, mais ils sont vraiment nuls ces étudiants, ou quand ils ont tous des notes très élevées, mais ils sont vraiment très forts. Ça, c'est une façon de regarder les choses du point de vue des candidats, et on peut le regarder aussi du point de vue de l'épreuve. Eh bien, en psychométrie, on fait les deux, on va croiser ces regards conjoints. Donc, pour moi, si vous voulez offrir des garanties, vous n'avez pas d'autres possibilités. Après, il n'y a rien qui empêche, dans des situations qui ne sont pas à fort enjeu social, en termes d'utilisation du résultat, de procéder sans psychométrie. Et une dernière question avant de te laisser continuer. Nous avons constaté une grande différence de niveau de compétence entre un candidat qui passe un TCF et un DELF-DALF, c'est-à-dire des candidats qui atteignent un niveau C1 sur toutes les compétences du TCF, mais qui sont bien loin du niveau ciblé, du coup en l'occurrence au DALF. Comment explique-t-on cet écart? Alors là, c'est quand même assez surprenant et c'est quand même pas très fréquent, mais on peut expliquer ces écarts par plusieurs facteurs. Je vais en dire un mot d'ailleurs à la fin. On peut penser que dans l'épreuve du TCF, il peut y avoir eu de la fraude qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre que du côté du DevDalf. Et ensuite, on peut penser que le niveau de préparation sur l'exercice du TCF a peut-être facilité, mais ça me paraît énorme que d'avoir un candidat qui soit étiqueté niveau C1. Et d'ailleurs, je suis preneur de l'information, évidemment pas en direct, hein, je suis preneur de l'information du candidat qui aurait été identifié comme étant au niveau C1 du côté du TCF et au niveau, alors je ne sais pas, A2, j'ai cru comprendre, au niveau du DevDalf. C'est quand même, on conduit régulièrement des études où on fait passer des TCF et des DevDalf à des candidats, les uns commençant par le DevDalf, les autres
par le TCF, puis on leur fait changer. Et on a quand même des taux d'appareillement de niveau qui sont de l'ordre de 92%, ce qui est sacrément bien. Il y a 8% qu'on perd là-dedans, hein, j'en conviens. Merci. Sébastien, je te laisse continuer. Alors, je reprends. On a terminé l'analyse psychométrique. On va donc, après l'analyse psychométrique, mettre les choses en banque. Et pour le faire, on va organiser ce qu'on appelle une réunion entre les spécialistes du flux et les spécialistes de la mesure. Et cette réunion, elle va être faite pour déterminer le barème, les fautes de frappe qui peuvent être corrigées, les problèmes d'identification de bonnes ou mauvaises réponses, et éventuellement la nécessité de réorganiser, de procéder à des reformulations du côté des items du support. Pour faire très basiquement, on va avoir trois possibilités. Soit l'item, le nouvel item qui a été testé en épreuve d'entraînement ou en calibrage masqué est validé, et auquel cas on est tous d'accord, on le met en banque, soit il est rejeté parce qu'il présente des caractéristiques qui sont vraiment très mauvaises du point de vue de la mesure, soit il est à confirmer. À confirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas suffisamment bon pour qu'on décide de le mettre en banque tout de suite, mais il n'est pas non plus suffisamment mauvais pour qu'on décide de l'éjecter tout de suite. Et donc là, on peut décider soit de le retravailler, soit de le destiner à d'autres fins que des fins de certification sur lesquelles on a un fort enjeu social. Donc voilà, les parcours différents des items, sachant qu'aujourd'hui, quand on fait une analyse psychométrique, pour vous donner un ordre d'idée, on pourrait même dire, on va même partir de la rédaction, sur 100 tâches et 100 items rédigés, il y en a entre 60 et 80 qui vont arriver dans une épreuve d'entraînement ou un calibrage masqué. Donc là, on a 20% de rejet. Et puis, si on reprend de nouveau 100 tâches qui sont arrivées dans une épreuve d'entraînement ou une épreuve de calibrage masqué, on va en perdre de nouveau 20%. Ça veut dire qu'en tout, on a perdu l'équivalent d'un peu plus de 30 à 40% de questions entre celles qui sont produites et celles qui vont arriver dans les épreuves. Donc voilà, ça, c'est ce qui va vraiment nous permettre de mettre les choses en banque. Et une fois qu'on a mis les choses en banque, alors je vais aller un peu vite là-dessus, parce que je vois que l'heure tourne. Il faudra peut-être me donner un chronomètre, Johanna, parce qu'on a démarré un peu plus tard. Donc, Oui, mais et on peut continuer. mais voilà, c'est juste pour que je m'adapte au temps et qu'éventuellement j'accélère. Vous me donnez quelle heure pour qu'on Bah, stoppe les choses? on est 25, on peut être encore sur 15 minutes. On peut se D'accord, finir ok, entendu, 40, entendu. peut-être en comptant un espace de questions. Et puis, D'accord, très bien, très bien. Donc là, on est à la mise en banque. Et nous, on est capable de trier par niveau, par item rejeté, par item validé, en provenance du TCF, en provenance du DevDalf, des items qui sont très discriminants ou au contraire qui ne le sont pas. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on peut s'amuser parce qu'on a tout le constituant élémentaire qui sont dans ce stock, la banque, et on va pouvoir passer à ce qu'on appelle l'assemblage des versions que vous voyez dans les épreuves officielles, les versions calibrées. On a des objectifs. Alors, par exemple, pour les DevDalf, on veut chaque année créer au moins 4 nouvelles versions calibrées par an pour chaque niveau de chaque déclinaison, hein. Du DELF A1 au DALF C2 pour toutes les déclinaisons junior, scolaire, tout public. Donc, ça, ce sont nos objectifs. Sur la base de nos objectifs, on va organiser un certain nombre de pré-tests, d'épreuves d'entraînement. On va comparer les mesures pour pouvoir produire 4 épreuves qui sont de niveaux de difficulté tout à fait comparables. Et ça, on va ajouter une lecture pour la redondance des thématiques, pour qu'on n'ait pas toujours des sujets qui parlent de la même chose. Et quand on atteint une proposition satisfaisante en termes d'assemblage de difficultés comparables et de redondance thématique, on va produire ce qu'on appelle une version calibrée, prête à être distribuée. Pour faire ça, on va prendre, par exemple, la tâche 1 du... Alors là, c'est très schématique, hein. Par exemple, la tâche 1 du prétest 1, associée à la tâche 2 du prétest 2, qu'on va associer à la tâche 3 du prétest 3, puis à la tâche 4 du prétest 4. On va donc remixer des tâches calibrées, après analyse psychométrique, en provenance de différents prétests, dont la difficulté moyenne va être quasi identique à celle qu'on aura précédemment constituée.
Et c'est ce qu'on va appeler la production d'une version calibrée. Excusez-moi. On va faire la même chose du côté du TCF, à ceci près que on va prendre des items de différents niveaux. Et donc, on va répartir la sélection des items le long des niveaux, mais toujours de la même manière d'une version sur l'autre. Et on va produire ce qu'on appelle des versions parallèles. C'est vrai pour le DevDalf et le TCF. Autrement dit, à l'exception du point de vue du contenu, si vous prenez une version A et que vous prenez une version B, en termes de difficulté, vous allez pouvoir strictement les superposer et vous les retourner dans un sens ou dans l'autre. En termes de difficulté, c'est exactement la même chose. Alors, quand je dis exactement la même chose, pas si on regarde au microscope. C'est impossible de faire deux versions d'un niveau strictement identique. Celui qui vous dit ça est un doux menteur. Donc là, vous voyez, on va répartir les items au niveau du TCF. On va en prendre très peu sur les niveaux très faibles, très peu sur les niveaux avancés. On va concentrer ça sur les niveaux A2, B1, B2, qui sont les majorités des candidats que nous avons, pour pouvoir être discriminant aussi sur ces niveaux-là. Et ensuite, on va reproduire ça d'une version sur l'autre, ce qui va nous permettre de disposer de versions calibrées et surtout parallèles. Je vais passer très rapidement sur ces choses-là, mais on a un certain nombre d'étapes. Et grosso modo, entre le moment où la tâche est rédigée, où elle est commandée plutôt, c'était le tout début de mon intervention, et le moment où elle va apparaître dans une version, il peut se passer au moins 18 mois, pour vous dire le processus par lequel passe la validation d'une tâche. Voilà. Une fois qu'on a fait ces versions calibrées, alors peut-être qu'il y a une ou deux questions sur la constitution des versions calibrées. Euh, alors, comme ça, la Ou sur question, ça la va être partie très d'avant, hein. précise. Oui, parce il y a pas mal de... Il y a aussi la question, tu parlais justement de la commande. Justement, est-ce que FEI recrute des rédacteurs de sujets DELF ou TCF? Et est-ce que ce sont des formateurs FLE? Enfin, voilà, qui, peut-être justement, comme tu parlais de la commande, qui rédige Alors, très bien. Oui, nous recrutons des rédacteurs et nous en avons toujours besoin. Ils doivent avoir une expérience je vais dire dans les langues étrangères, pas forcément dans le FLE. C'est préférable dans le FLE, mais dans les langues étrangères. Des gens qui sont bien calés sur le cadre, puisque nous sommes adossés au cadre. Et au moment du recrutement, on lance une formation et on lance un test de recrutement pour regarder la capacité à identifier les niveaux, à générer des items au niveau attendu, etc., etc. Donc, il y a toute une panoplie. Et vous retrouverez sur le site de FAI ou via la rubrique contact les éléments qui vous permettent de postuler. Mais oui, on en a besoin régulièrement parce que du 109 aussi, ça apporte un petit peu de renouveau dans la production des questions, des items et et des ce tâches. sont bien toujours des spécialistes du FLE. Alors, toujours, on a des spécialistes de langue étrangère qui, au départ, ne sont pas des spécialistes du FLE et qui sont devenus des spécialistes du FLE. D'accord. Et comment, Delphine nous demande comment sont sélectionnées les photos dessins qui illustrent les épreuves? Ah, super question. Parce que j'en parle pas du tout. Merci de la question. En fait, bien souvent, le rédacteur euh, propose de transcription écrite de son item ou de sa tâche, que ce soit pour un item de compréhension de l'oral ou compréhension de l'écrit. Selon les typologies de questions, on associe ça à des supports audio, uniquement des supports écrits ou des supports imagés. Selon la typologie de questions, il va dire, ben moi, je voudrais un dessin qui illustre ça. On va solliciter des dessinateurs professionnels qui doivent proposer une illustration avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Là aussi, on en a besoin de nouveaux, hein. Et ils vont produire un support. C'est comme ça qu'on va sélectionner les supports. On peut éventuellement demander de les retravailler quand il s'agit de croquis créés de toutes pièces. Je crois que c'était le sens de la question. Tout à fait. Je pense aussi que c'était ça. Et donc, faut-il venir du monde du FLE pour la rédaction? Pas forcément. Donc, de Pas langue uniquement. étrangère, c'est Ouais. ce que tu disais. Un travail de validation psychométrique est-il fait d'une autre manière sur les productions écrites? Ah, question intéressante. Est-ce qu'on peut attendre éventuellement la fin de l'intervention? Tout à fait. Je peux juste dire d'emblée que ce n'est pas du tout le même type d'analyse psychométrique parce que les modèles
qui sont utilisés pour les réponses à questions ouvertes sont très différents de ceux pour les réponses à questions fermées. Voilà ce que je peux dire en attendant. Oui, on fait des choses, mais ce n'est pas systématisé de la même manière et ça ne peut pas être en épreuve d'entraînement ou en épreuve de calibrage masqué. Merci Sébastien, je te Peut-être. laisse continuer et on OK, pourra continuer avec le flot de questions après. très bien, très bien. Donc, une fois on est passé des items qu'on a créés, on les a soumis à l'épreuve des faits, on les a mis en banque après analyse psychométrique, on a fabriqué des versions calibrées, comparables les unes aux autres en termes de difficulté. On va pouvoir cette fois-ci les distribuer. Pour les distribuer, on a deux méthodologies, l'une au DevDAF, l'une au TCF, mais le principe est là aussi le même. On va regarder ce qu'on appelle, nous, les calendriers de session. C'est ce qu'on appelle la demande d'ouverture annuelle. Pour les gens qui connaissent le DevDALF, ils connaissent le terme. Et donc, on va regarder si les centres de Chine veulent faire plutôt des sessions de scolaire A2 en juin et les centres de France veulent plutôt faire du scolaire B1 en mai. Je dis n'importe quoi. Ça, on va le regarder à l'échelle du monde, ce qui nous donne 30 000 occurrences de session, je le rappelle. 30 000 occurrences de session, on va regarder, parce qu'il y a des pays qu'on ne veut pas mettre ensemble, on ne veut pas qu'ils reçoivent la même version en même temps. Il y a des versions qu'on ne veut pas distribuer en même temps à un endroit qu'à un autre, etc. Donc, on a un certain nombre de contraintes que nous nous imposons nous-mêmes. Et donc, on va déterminer par un algorithme d'optimisation sous contrainte. C'est comme si vous disiez, j'ai trois boules rouges, deux boules jaunes, une boule verte dans le sac et vous faites un tirage aléatoire, mais il n'est pas complètement aléatoire parce que vous dites, il faut que je tire au moins l'une des trois boules rouges et au moins l'une des deux boules bleues, je crois, j'ai dit. Donc voilà, donc on va se fixer des contraintes et des règles. Et donc, on va déterminer les versions que nous distribuons à l'avance, seuls nous le savons. Elles sont distinctes, on va faire des groupes de pays, et un pays ne va voir qu'une et une seule fois la version sur une année civile, pour un niveau d'une déclinaison. Une fois qu'on a ça, je vous dis, on a fabriqué des zones de pays. Donc là, par exemple, en janvier, il y a 5 groupes de pays. Et ça, on va le faire pour chaque niveau de chaque déclinaison. Et donc, chaque groupe de pays va recevoir, tous les pays du groupe 1 vont recevoir la même version du même niveau, de la même déclinaison. Mais pour un autre niveau, éventuellement de la même déclinaison, ils ne seront pas forcément ensemble. Donc, je vous dis, ce raisonnement est conduit pour chaque niveau de chaque déclinaison. Et les pays qui étaient ensemble dans le groupe 1, par exemple, au mois de janvier pour le DELF A2 scolaire, ne seront plus ensemble pour le DELF A2 scolaire au mois de février ni au mois de mars. Voilà. Donc, pourquoi on fait ça? On fait ça pour rendre imprédictibles les versions qui vont être distribuées, parce que nous avons affaire à des examens à fort enjeu, et donc il y a beaucoup de tentatives de fraude, évidemment. Du côté du TCF, on a à peu près le même principe, à ceci près qu'on va distribuer des versions au format papier-crayon et des versions sur ordinateur. Et donc, on va tenir compte de nos besoins en calibrage masqué, du nombre de versions à distribuer sur l'année par mois, et on va conduire le raisonnement cette fois-ci par déclinaison, puisqu'il y a tous les niveaux à l'intérieur d'une déclinaison, avec des dates de début et de fin de distribution. Un peu vite, mais je ne veux pas traîner trop. Et donc, on va comme ça faire des distributions, là aussi, pseudo-aléatoires, en ayant un cas particulier, c'est les pays où on sait qu'il y a des cas de fraude massive, ça arrive malheureusement, on élabore un calendrier tout à fait spécifique pour ces pays-là, dont je tairai le nom. Voilà, on en est ici dans ma présentation, on a distribué les versions, je vous ai dit quelques mots, je pourrais répondre éventuellement à quelques questions, mais si je récapitule, on a une même démarche du côté du DevDALF et du TCF, puisqu'on soumet les choses à l'épreuve des faits. Simplement, la façon dont on va récolter les données et dont on va conduire l'analyse est légèrement différente, mais sinon tout le reste se ressemble. Et après, c'est au niveau de la distribution des versions calibrées qu'on va avoir un peu de distinguo. Alors, il nous reste deux choses à voir, c'est comment on délivre des scores des candidats, et j'en aurais terminé là. Finalement, je n'irai pas plus loin, sauf s'il y a des questions qui portent sur la correction des épreuves écrites et orales. Je le montre uniquement avec l'exemple du TCF. Quand on a fabriqué une version calibrée, on va transformer les niveaux de difficulté des items que je vous ai montré sur le graphique tout à l'heure avec les trois courbes en bleu, en mesure d'habileté nécessaire pour réussir ces niveaux de difficulté. Et on va faire une deuxième transformation, c'est celle d'un score qui va grosso modo de 100 à 699
où chaque centaine va indiquer le niveau du cadre. Voilà. Et tout ça, ça nous permet de savoir que quand un candidat a un score de 350, eh bien, il est vraiment au milieu du B1, alors quand il a un score de 310, il est plutôt en tout début de niveau B1. Donc ça, on le fait de manière légèrement différente entre le TCF et le DevDalf. Et puis voilà, pour refaire un clin d'œil aux collègues du pôle d'encodage numérique qui assurent un travail, alors vraiment là dans l'ombre, mais qui est capital, c'est que tout ça va nous permettre, in fine, puisqu'on a la relation réponse-score calibrée, que lorsque les candidats vont répondre sur les feuilles de réponse et que ça va être traité au niveau du pôle d'encodage numérique, on peut générer immédiatement le résultat. Voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai plein d'autres choses à traiter, mais comme on s'est pris un quart d'heure de retard et j'en suis encore navré, je remercie Rémi d'être intervenu sur mon ordinateur à distance pour avoir réglé le problème. Je répondrai maintenant aux questions-réponses. Merci à vous tous. Alors, merci Sébastien. Je prends un peu les questions au hasard. Il y en a une sur, pour les sujets qui comportent des photos, comment sont-elles sélectionnées? Une collègue a reconnu sa grand-mère sur l'une d'elles. Aliénor, est-ce possible? Alors, en principe, les photos, elles sont. Je vous remercie tous pour les applaudissements. En principe, les photos, ça me surprend un peu, c'est possible, mais elles sont achetées à des bibliothèques libres de droit. On ne prend pas des photos comme ça envoyées par les rédacteurs. Euh, les photos qui viennent illustrer on doit répondre à une charte déontologique. Donc, on a des abonnements à des bibliothèques d'images et les images qui viennent illustrer les versions sont issues de ces bibliothèques d'images pour lesquelles on a les droits d'utilisation. Merci. Je vois qu'il y en a Vincent qui dit qu'il doit partir parce il est tard chez lui, mais qui remercie. Évidemment, si vous devez y aller, n'hésitez pas et on continue là, à répondre à quelques questions. Il y a plusieurs questions sur la transition, le changement des épreuves. Donc Elsa, dans l'autre webinaire, on avait un peu parlé sur justement cette cohabitation des épreuves pour le DELF-DALF, ancienne version, nouvelle version. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, bien sûr, je peux volontiers, puisque j'ai pas mal œuvré sur ce sujet, donc je le connais assez bien. On est passé d'anciennes spécifications qui incluaient des questions ouvertes, y compris en compréhension de l'oral et compréhension de l'écrit, à des questions totalement fermées dont on maîtrise beaucoup mieux les niveaux de difficulté. C'est la raison essentielle, hein. C'est aussi pour mieux objectiver les corrections. Ne le prenez pas mal parce que ce que je vais dire, je me l'adresse à moi-même. Quand on est correcteur avec des réponses ouvertes et correcteur humain, on fait à peu près 20 à 25% d'erreurs. Alors, chacun dans son côté, y compris moi, va dire, mais non, mais moi, je fais jamais d'erreur. Mais c'est pourtant ce que montrent les études. Donc, on a cherché à mettre en place des épreuves qui minimisaient l'erreur de correction, parce que finalement, celui qui en est tributaire, c'est le candidat. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le candidat il soit traité de façon juste et équitable. Donc, c'est ça qui a expliqué l'évolution. Simplement, je vous ai dit 30 000 sessions pour le DevDalf, 176 pays. Voilà, je ne suis pas rentré dans les détails. Euh, Vous imaginez que le stock de versions qu'on utilise, même si on en alimente tous les ans de nouvelles et qu'on en supprime tous les ans d'anciennes, il ne se renouvelle pas en un claquement de doigts. 2024 devrait être l'année, et c'est prévu comme ça, sauf cas de fraude massive, interruption type Covid, etc., devrait être l'année de transition vers des épreuves uniquement faites de nouvelles spécifications. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, sinon elle peut être précisée. Oui, c'est tout à fait. Aliénor demandait justement jusqu'à quand il y allait avoir cette Ah ben cohabitation. voilà. Il y a une question aussi de Capucine, de fait, qui n'est pas spectatrice anonyme. Pourquoi dans l'épreuve du DELF-DALF, la partie production orale, on demande 2 examinateurs, tandis qu'au TCF, il n'y en a qu'un? Alors, nous sommes dans une situation de correction décentralisée du côté du DevDalf, ce qui n'est pas le cas du côté du TCF. Et donc, le rôle d'examinateur joue en quelque sorte le rôle de premier correcteur, avec une correction systématiquement doublée du côté du TCF, une fois que la centralisation est corrigée, doublée et en aveugle. C'est-à-dire quand on a le premier correcteur, eh bien, il ne sait pas si la production orale a déjà été corrigée par un autre correcteur. Et on croise le résultat des corrections. Au DevDalf, vous n'avez pas d'enregistrement, donc il nous faut 2 personnes pour croiser l'évaluation.
En compréhension orale, c'est Mensa qui demande en compréhension orale, compréhension écrite pour le TCF, comment déterminez-vous le niveau A1, A2, B1, B2, etc. du candidat à partir du score final? Alors, c'est pour le TCF ou le DevDAF, pardon, Pour le Johanna? TCF. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, on est ici. En fait, donc là, imaginons qu'on ait un test à 39 questions. On va calculer les bonnes et les mauvaises réponses. Ce score va nous donner ce calcul va nous donner ce qu'on appelle un score brut, c'est-à-dire le nombre de questions que le candidat a correctement répondu. Pour chacune des questions correctement répondues, on va tenir compte de la mesure de difficulté des questions. À partir de ça, on va refabriquer les courbes que vous avez vues tout à l'heure un peu en S bleu, qui vont nous permettre de rechercher quel est le point pour ce candidat précis pour lequel on a 50% de chances de bonne réponse ou pas. Une fois qu'on a trouvé ce point, eh bien, on le reconvertit dans un score de 100 à 600. Et si c'est un candidat de niveau 1, ben, il aura un score entre 100 et 199. J'espère avoir répondu à la question parce que c'est quand même assez complexe. Je peux rentrer dans un peu plus de détails si besoin était. Bah, on verra si la personne demande plus de précision, mais je pense que c'était déjà assez complet. Il y a vraiment beaucoup de questions. Peut-être revenir sur cette question sur la production écrite Oui, qui avait été posée. Alors, je la retrouve. Voilà, je, la validation psychométrique pour la production écrite. alors très bien. Alors, d'une manière générale, ce que je vais dire là, pour la production écrite est vrai aussi de la production orale. La difficulté de la production écrite, c'est qu'on a, on doit conduire une analyse des corpus produits par les candidats. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire j'aime pas ce terme-là parce que la traduction française n'est pas très bonne du suivi, mais c'est le terme, c'est du monitoring. C'est pas tout à fait la même chose, qui va nous permettre de regarder les accords inter et intra-correcteurs. Si vous avez quelqu'un qui est jamais d'accord avec les autres correcteurs ou qui n'est jamais d'accord avec lui-même, c'est un mauvais correcteur. Si ça arrivait sur un pool significatif de correcteurs pour un même jeu de sujets, c'est que c'est votre sujet qui est défaillant. Voilà le principe. Je ne rentre pas dans les aspects calculatoires. Euh, Ce qu'on veut faire désormais, c'est systématiser ça. Simplement, pour systématiser tout ça, il faut qu'on collecte de la donnée de façon permanente. C'est ce que je vous ai dit pour les compréhensions, pour les questions fermées des épreuves de réception. Et donc, notre difficulté pour l'instant, c'est vraiment d'imaginer un système de collection systématisé et automatisé pour ne pas donner du boulot supplémentaire aux partenaires du réseau qui œuvrent en faveur du DevDalf ou du TCF et qu'on puisse avoir un corpus de données. Mais je vais un tout petit peu plus loin parce que la question m'y invite. C'est qu'on travaille aussi aujourd'hui avec au développement d'un agent artificiel. On est très avancé, hein. On a travaillé avec l'Université de Louvain. On a fait implémenter un modèle de correction. C'est qui s'appelle Fidelia, qui est déjà déployé sur les serveurs de FEI, qui n'est pas en service et qui va venir aider le correcteur. Et on va regarder si ce correcteur, alors on fait faire des corrections indépendantes évidemment, hein, et on va regarder si on peut rectifier éventuellement les biais de correction humaine. Les biais de correction humaine, oui, c'est ça, humaine. J'ai hésité avec humain, ou les biais de l'humain en tout cas. Et donc, c'est aussi l'objectif. Mais pour y revenir, oui, on fait des analyses psychométriques. Non, elles ne sont pas systématisées. Et oui, on travaille à un système qui nous permettrait de les collecter de manière rigoureuse et automatisée surtout. Merci Sébastien. Je vois que bon, il est déjà 14h46. Je pense qu'on peut arrêter ici. Alors, je vois que vous avez beaucoup de questions. Il y a plein de questions, que ce soit voilà, sur le DELF-DALF, les épreuves. Je pense qu'avec mes collègues, nous allons les reprendre, les lister et nous allons vous envoyer autant que possible d'abord le replay avec la réponse à ces questions. Peut-être que Sébastien, on pourra prendre un temps pour voir s'il y a des questions auxquelles on Oui, peut les répondre par écrit. j'allais te proposer, Johanna,
On essaye de catégoriser les questions. Et Exactement. moi, je m'engage voilà, vis-à-vis je vous le dis tous à voix haute, comme ça vous l'aurez entendu, vous pourrez savoir si je tiens ma parole ou pas. J'ai une devise, hein, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être en mesure de le prouver et dire pourquoi en plus. Donc voilà, je m'engage avec Johanna à fabriquer des catégories de questions et de vous proposer, alors de manière sommaire bien évidemment, des réponses par écrit qui vous seront diffusées. Voilà, et donc je vous précise qu'il y a attestation, replay, et justement là, avec toutes ces questions, ce ne sera pas envoyé ni ce soir ni demain, donc on essaie de vous envoyer ça dans le courant de la semaine prochaine. N'hésitez pas, si après vous voyez qu'il y a des questions ou qui vous viennent après, à écrire à belquefrance, @france-éducation-internationale.fr. Voilà, par rapport aux habilitations, aux questions diplômes et tout ça, ou recrutement, il y avait aussi des candidatures par rapport à ça, des questions par rapport à ça. N'hésitez pas et nous, on transmettra et on essaiera d'y répondre le plus possible. Merci à tous et toutes pour d'avoir participé et merci à encore une fois peut-être Mélissa qui peut remettre sa caméra, Léa. Valérie, si elle est là, enfin voilà, toute Mélissa, peut-être dire un mot qui est mon binôme dans ce Belk de chaque instant. Juste merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Et voilà. Et merci encore Sébastien. Merci Et Sébastien. merci Sébastien, oui. Merci à vous de cette Merci. fenêtre sur le monde du FLE qui n'est pas, vous l'aurez compris, mon monde, mais avec lequel je travaille. Merci, en tout cas, c'était très intéressant et je crois que les commentaires et bravo prouvent que les participants sont du même avis que moi, donc merci beaucoup. Voilà, merci. On va mettre fin à ce webinaire. Merci encore. Au revoir à Merci. tous. Au revoir. Au Au revoir, revoir. merci. Merci.